Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 11e mois de l'année. Nous sommes aujourd'hui vendredi 1er novembre 2025. C'est l'un des points du Conseil des ministres qui ouvrira cette émission et ensuite la réaction du porte-parole Soumaïla Brandoumi du PDC-RDA qui attirera notre attention suite à la récente sortie de Jean-Louis Billon, cadre du parti qui a annoncé sa candidature aux élections présidentielles à venir de 2025 et enfin la lutte contre la cybercriminalité avec la création de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information par le gouvernement ivoirien. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. En ce jour férié, c'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Et évidemment, je ne suis pas seule. Mes amis sont avec moi. Herman, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, c'est le moment de penser à mes deux bébés que j'ai perdus, bébé Jonathan et bébé... Bon, on y va. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous les citoyens des Mbengue au nord de la Côte d'Ivoire. Maris Komoé, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Bonsoir Christelle, bonsoir à toutes les populations et à tous mes parents et frères d'Agnassué et par ricochet à toute la Côte d'Ivoire et au féru de Grand Talk. Merci. Aïcha Crépi, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Très bien. Alors Herman, vous saluiez tout à l'heure, vous étiez en train de... L'émotion m'a un peu pris. Oui, je comprends. parlais de bébé Jonathan et de mon fils Guillaume Laurent que j'ai perdu en 2007. Ouais. Bon, c'est 1er novembre, fête de la Toussaint, fête des morts. Donc je pense à tous ceux qui ont perdu un proche. Voilà. Ah, merci beaucoup Herman, merci infiniment. Et Yako, c'est jamais en retard en tout cas. Ça va, très bien. Alors nous, on démarre cette émission avec un point du Conseil des ministres. Je l'annonçais justement à l'entame de ce programme. Pour meilleure compréhension vidéo, on se retrouve juste après pour le débrief. Les Ivoiriens nous montrent que chaque fois que le pays a des défis, ils savent se retrouver. On l'a vu à la CAN, mais tout récemment encore, avec le phénomène d'Ineba Diaba, vous avez vu comment est-ce que nous avons été solidaires de nos compatriotes de Bordeaux, même si c'est face à nous, les Camerounais. C'est cela le message que les Ivoiriens apportent aux hommes politiques. Retrouvons-nous autour du pays, autour de la mère patrie. Chaque fois qu'il y a des défis à relever, on sera utile au pays. Et justement, voilà l'appel et le message du gouvernement pour dire on a su se retrouver à chaque fois que nous avions des défis, nous avions des challenges comme à la CAN où tout espoir était perdu et les Ivoiriens comme un seul homme ont su montrer donc voilà de la solidarité à leur équipe. Et également ils ont mentionné donc par la voix de leur porte-parole le phénomène Djeneba Diaba. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire a soutenu notre artiste national des Bordeaux, les Confa. Herman, réaction justement par rapport à cela. Je pense que c'est un fait intéressant du moment où vous savez bien que ce phénomène-là, c'est devenu aujourd'hui un phénomène plus ou moins international, hein, au-delà de cela, et ça a permis aux Ivoiriens et même à ceux qui apprécient les Ivoiriens de ressortir cette solidarité-là. Bon, maintenant, c'est discutable si on doit se demander pourquoi est-ce que c'est porté par un porte-parole du gouvernement, mais je comprends. La solidarité, justement. Non, c'est un fait culturel. Donc aujourd'hui, le gouvernement aussi, ce sont des acteurs de notre société, des membres du gouvernement. Voilà. Donc c'est tout à fait normal que ce sursaut national qu'il y a eu pour des Bordeaux, que beaucoup de gens attendaient, l'attendaient pour la sortie d'album, ça ne venait pas. On a compris qu'avec ce phénomène, ce single qu'il a lancé, on l'a vu, il a pu expliquer qu'il a traversé quand même des moments à la perte de ses deux parents en 2010 et même le poids de la mort d'Arafat qui était un peu comme son alter ego et qui a pu freiner un peu sa carrière. Il avait besoin de cela. Et si le gouvernement en parle,
pour montrer aussi ce caractère solidaire des Ivoiriens. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Marius Komoué, justement, notre de Bordeaux national a 6 millions de vues. C'est cela? Oui, il a 6 millions 700 voilà, en 72 heures sur YouTube. Herman l'a expliqué. C'est aussi le fait d'être mentionné en Conseil des ministres, c'est aussi le couronnement d'un travail. Qu'en pensez-vous? Non, je ne pense pas que ça a été mentionné en Conseil des ministres. Je pense que c'est plutôt le porte-parole du gouvernement qui faisait justement une analyse en invitant justement les Ivoiriens à la solidarité. Sinon, si ça avait été abordé en Conseil des ministres, j'aurais pu dire au Conseil des ministres que des sujets plus brûlants, mais un porte-parole, il se fait l'écho justement de ce conseil-là. Je n'en doute pas, mais je peux vous assurer que les Ivoiriens attendent des sujets beaucoup plus brûlants qui touchent leur quotidien, dont par exemple le coût de l'augmentation de l'huile de table en ce moment sur le marché de la consommation. Les Ivoiriens se préoccupent également du non-respect de certaines mesures que l'État a eu à prendre quant à fixer, à plafonner le prix des cautionnements des maisons. Aujourd'hui, vous allez prendre une maison, on vous dit qu'il faut payer 10 mois. Et le gouvernement avait promis aux Ivoiriens de sévir. Mais les propriétaires n'en font rien avec les décisions du gouvernement. Voilà des décisions sur lesquelles nous voulons attendre le gouvernement et non pas nous inviter à aller justement faire du Djeneba Djaba. Non, on ne vous invite pas à faire du Djeneba Djaba. C'est un exemple de cohésion. Mais l'idée, c'est de dire qu'on a eu de la cohésion vis-à-vis de la CAN. Je le prends au mot d'ailleurs. Oui. Aujourd'hui, les Ivoiriens attendent plutôt que la classe politique soit beaucoup plus emprunt à s'unir pour éviter au pays justement d'aller sur une voie que nous ne souhaitons pas. Il faut créer l'étape de discussion. Mais on ne sent pas le gouvernement à la matière. Pourtant, l'opposition dit n'avoir de cesse d'exiger justement cette table de discussion. Il faut que la table de discussion s'ouvre et que les problèmes les plus cruciaux qui pourraient naturellement envenimer la vie politique nationale trouvent solution autour de la table de discussion. Et ça nous préoccupe. Mais Djeneba Djaba, ça, c'est notre façon à nous de leur dire qu'au-delà de leurs problèmes politiques, de leurs querelles politiques, nous, Ivoiriens, on s'entend, on se soutient et on est ensemble avec nos artistes. Bah oui, ça ne fait rien du tout de le mentionner. Enfin bon, Aïcha, votre point de vue. Moi, je trouve que ça va un peu loin. Alors, c'est un parallèle que le porte-parole du gouvernement a fait, qui n'est pas malvenu, puisqu'effectivement, la solidarité la cohésion montre autour d'une situation, voilà. À un an d'une élection présidentielle, vu celle qu'on a connue auparavant, est bienvenue. Après, effectivement, ça montre aussi que le gouvernement n'est pas hors sol. Qu'on est avec les artistes, qu'on suit ce qui se passe quand même dans le pays. Ils sont des Ivoiriens, voilà. Touchés par et je pense que 10 secondes dans une allocution de plus d'une heure, ou plus que ça, voire, voilà, c'est pas méchant, ça détend tout le monde. C'est pas méchant. Voilà, c'est bon enfant. Merci beaucoup, Aïcha. Barry, votre point de vue, justement. Bon, je pense que le porte-parole du gouvernement, il a juste voulu détendre l'atmosphère. Oui. Il a donné des exemples précis, c'est la CAN, c'est la solidarité autour de l'artiste de Bordeaux. Et puis tout n'est pas que politique. Merci. La société ne mange pas politique tous les jours. Toutefois, je suis d'accord avec Marius, si ça avait été évoqué en Conseil des ministres, ça allait être autre chose. Mais là, c'est juste une conférence de presse. Et pour détendre l'atmosphère, il introduit cette réalité-là. Même moi, tout ça, je mets ça au compte du soft power ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, si vous prêtez attention, vous verrez que le modèle ivoirien, dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, s'est vendu. Vous avez vu la musique de Tamsir, avec les vidéos sur les réseaux dans des pays occidentaux où on danse au rythme de cette chanson-là. Ça fait connaître la Côte d'Ivoire, ça fait vendre l'image de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Bon, Herman, on ne va pas faire un débat, mais bon, juste un dernier point et puis on avance. À Marius de faire la part des choses. Je crois bien que sur les questions de comment est-ce que le gouvernement gère les problèmes ou bien l'avancement du pays, la gestion du pays. Sur ce plateau-là, on en parle, on critique, on fait ce qu'on veut, mais il faut pouvoir à un moment s'arrêter. Surtout qu'au-delà de la chanson de Djeneba Djaba, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire derrière, c'est qu'il y avait eu d'abord un premier remix qu'un autre pays. Donc vraiment cette solidarité, il faut nous laisser vivre ça. C'est ce qui fait aussi que les Ivoiriens, c'est ce qui fait l'empreinte culturelle des Ivoiriens. Bien. Et ça, on y tient. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est l'élan de solidarité autour d'une cause qui tient aux Ivoiriens. Lorsque l'un de nous est pris à partie, peut-être on va dire par l'extérieur, automatiquement, on fait bloc. Et c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Et ce type de cohésion, on l'attendra encore
voilà, sur pas mal de sujets, autour de pas mal de personnes. Merci beaucoup, Marius. Nonobstant, voilà, tout ce qui se passe. Très bien. Alors messieurs, la grande actu aujourd'hui s'appesantit justement sur le PDCI. Soumaïla Brindoumi qui donc fait une sortie, qui a tenu une conférence de presse, c'était le mardi 29 octobre 2024, pour réagir à la récente sortie de Jean-Louis Billon, sortie que nous avons essayé de décrypter un peu sur ce plateau, qui il dénonçait le fait qu'il y avait une absence de bureau politique depuis bien longtemps et qu'il s'en inquiétait. Il annonçait également sa candidature. Il disait que le parti ressemblait plus ou moins à un club de soutien. Et on a une autre sortie aujourd'hui où il dit qu'il a aussi des contacts. Il connaît pas mal de personnes. Enfin bref, Herman, comment est-ce que vous réagissez justement à la sortie du porte-parole du PDCI, M. Soumaïla Brindoumi? Moi, je pense que c'est là que si Daouda peut-être était là aujourd'hui, c'est là qu'on peut lui dire qu'il arrête de trop parler. C'est-à-dire Surtout que Jean-Louis Billon, ce n'est pas quelqu'un qui est étranger à l'appareil du PDCI-RDA. Je pense bien qu'aujourd'hui, même si on a des enfants, qu'un enfant est en train de s'égarer, nous, notre objectif, c'est de l'avoir toujours avec nous. Il y a l'histoire de l'enfant prodige dans les textes bibliques qu'on peut faire. Jean-Louis Billon, aujourd'hui, il est jusque-là, comme je dis toujours, il n'a pas dit qu'il n'est pas militant du PDCI-RDA. C'est quelqu'un, un citoyen normal qui a des ambitions politiques et il les porte. Maintenant, au sein du parti, aujourd'hui, le véritable challenge qu'on avait dit lorsqu'ils sont sortis à ce congrès, de ce congrès électif où il y avait quand même des choses à dire, le challenge du président Thiam, c'est de faire en sorte qu'il y ait une certaine unité. Il ne peut pas gagner, Brindoumi qui parle là, il sait bien que Thiam ne peut pas gagner seul. Il ne peut pas gagner seul, donc il a besoin de tous les lieutenants, tous ceux qui sont dans une certaine dynamique. Si vous partez à une convention et que vous le battez, et que malgré le fait d'avoir perdu, qu'il veut aller en cavalier seul, en ce moment, vous pouvez sortir tous les bâtiments. On n'en est pas encore là. Donc je trouve que les propos de Brindoumi ne sont pas sages. Surtout que le soldat Billon, on ne l'a pas encore perdu. Qu'a-t-il dit principalement quand il sort, par exemple, les impatients, quand on lit, on sort les éléments de langage. Maintenant, s'il y a des impatients, je pense que dans la vie, il faut avoir le courage de dire ce qu'on veut dire. Si on pense qu'on peut gagner sans le PDCI, ce n'est pas la peine de nous emmerder. Je pense que ce n'est pas amical, ce n'est pas camarade. Donc, il faut qu'il fasse attention. Aujourd'hui, ce qu'il doit faire, c'est de chercher toujours à approcher tous les mécontents du PDCI-RDA pour qu'une certaine unité autour de leurs candidats qui vont dégager dans une convention, puisse porter. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se tirer des balles aux pieds. Très bien. Barry, comment est-ce que vous réagissez justement à la sortie du porte-parole? Êtes-vous en accord avec Herman ou vous dites non, mais il a bien raison de s'exprimer ainsi? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je dirais que le porte-parole est dans sa dynamique. On sait tout ce qui est le président du PDCI. On l'avait dit ici. M. Tidjane Thiam n'a pas pris la tête du PDCI pour passer la main à quelqu'un. Et quand vous voyez aujourd'hui les propos des principaux responsables du bureau politique du PDCI, vous voyez le porte-parole, vous voyez le président du groupe parlementaire, tout le monde est dans une dynamique où Tidjane Thiam sera le candidat du PDCI. Et M. Billon, vous avez là quelqu'un qui a une ambition politique et qui avait déjà souligné du vivant du président Bédié qui souhaitait être candidat. Il dit être cohérent dans sa démarche, en tout cas. Il est cohérent dans sa démarche. Maintenant, le PDCI, pour moi, il traverse une période de transition. Une période de transition, comment et pourquoi? Le président Bédié est décédé. Il a dirigé le parti depuis 1993. 1993-2024, ça fait 31 ans. On ne remplace pas Bédié comme ça. Il faut du coffre, il faut relever les défis. Et il faut du temps aussi, Barry? Il faut du temps, parce que la méthode Thiam, c'est une découverte. Il n'était pas autour du président Bédié. Pendant 20 ans, il n'était pas là, donc il est nouveau. C'est vrai qu'il a nommé, il a promu de nouvelles personnalités à la tête du parti, mais il faut compter avec Billon. Et ça, tout ça, ça anime le débat politique. Je dis qu'il ne faut pas être alarmiste. Mais en même temps, revenons sur l'un des griefs de Jean-Louis Billon qui estime qu'il n'y a pas eu de convention ni de bureau politique depuis bien longtemps. Et la réponse justement de Soumaïla Brindoumi qui estime que, alors pour les conventions, les textes ne disent pas quand est-ce qu'il faut aller au bureau politique ou à la convention. Vous savez, Christelle,
on parle toujours du respect des tests lorsqu'on évoque l'État. Les partis politiques évoluent dans la sphère micro. Ce sont les partis politiques qui compétissent pour arriver au sommet de l'État. Donc si dans une organisation politique aussi grande que le PDCI, on n'applique pas les tests, c'est pas demain quand on sera à la présidence. Mais il dit les textes, il dit en substance, il est dit, nulle part dans ses statuts et règlements, il est dit combien de bureaux politiques il faut faire, quelle est la séquence des bureaux politiques et quelle date il faut faire la convention. Voici les propos de Soumaïla Brandoumi. J'en termine avec vous. Je ne maîtrise pas les statuts du PDCI. Il a certainement raison quand il porte le propos. Très bien. Mais je dis que M. Jean-Louis Billon, c'est un potentiel candidat. Donc, toute insuffisance qu'il va relever dans la procédure qui vise l'organisation de la convention, il va la souligner. Et de facto, c'est à M. Thiam qui s'adresse, puisque c'est lui qui est son adversaire. Donc, pour moi, il n'y a pas d'animosité, mais c'est plutôt une compétition entre deux grosses têtes qui veulent une compétition saine. Saine pour moi, je ne vois pas de souci en fait. Très bien. Marius Komoré, alors, le texte, le verbatim de Soumaïla Brandoumi dans son fond et sa forme, comment est-ce que vous l'appréciez? Alors, pour moi, il a été un peu trop loin. Il a fait fort, il a fait preuve donc, de parti pris. Pour un porte-parole d'un parti politique, vous avez deux cadres du parti, dont le président et un ancien vice-président qui prétend justement être le candidat du parti aux prochaines élections. Mais en tant que porte-parole, il travaille, il est sous la responsabilité... Il est sous la responsabilité du parti. Du parti, pas du président. Ah non, pas du président. Même si le président donne les ordres, mais il n'en demeure pas moins que la décision qu'il annonce engage tout le parti, tout l'appareil. C'est-à-dire tout ce qui est dit par le porte-parole engage tout l'appareil du parti. Mais qui incarne tous les cadres du parti, justement. Mais qui incarne le parti, c'est le président. Oui. N'empêche que les décisions prises par le... Justement, c'est pour ça que M. Billon parle justement de non-tenue de bureau politique, de non-tenue de convention. Vous avez entendu la réponse justement de Soumaïla Brandoumi. C'est au sein du bureau politique que les décisions sont prises. Bon, alors en ce moment, quel est le groupe qui dirige s'il n'y a pas de bureau politique? Quel est le groupe qui décide véritablement? Est-ce un petit cercle autour du président, y compris le porte-parole, ou bien c'est le bureau politique élargi qui décide? Parce que sous la gouvernance de M. Bédié, on entendait bien tenir des bureaux politiques. Sous la présidence de M. Houphouët-Boigny, on entendait bien parler de bureau politique. Alors, M. Billon en appelle simplement à un bureau politique pour qu'au sein de l'appareil politique, des instruments de l'appareil politique, on puisse débattre justement de la question de la convention en vue du choix du potentiel candidat pour l'élection présidentielle. En quoi il a péché? Je ne pense pas qu'il ait péché parce que tout cadre d'un parti politique qui se sent compétent et qui pense avoir les coudées franches pour prendre la destinée d'un parti et le conduire à une élection présidentielle dans un pays puisse manifester cette volonté. On ne vient pas dans un parti pour être exclusivement et simplement un suiveur. On vient dans un parti pour servir le parti et au besoin incarner même demain la volonté de présider à ce parti. Alors Marius, au destin de ce parti. Je reste avec vous. Quand le porte-parole nous dit par exemple, je ne sais pas si cette candidature annoncée à la présidentielle de Jean-Louis Billon est une candidature à la convention du parti ou c'est une candidature directement à la présidentielle. M. Jean-Louis Billon a été assez clair. Sinon, nous n'avons pas encore ouvert les candidatures à la convention. Mais M. Jean-Louis Billon a été assez clair depuis lors, Barry l'a dit, et il a répété à Dabakala auprès de ses parents, il leur a dit qu'il sera candidat pour l'élection présidentielle de 2025. À lui maintenant, cela fait 4 ans selon lui qu'il est cohérent dans sa démarche. À lui maintenant d'aller vers justement l'instance en charge de désigner le candidat du parti pour avoir la majorité des voix en vue de représenter le parti. Or, à la matière, il faut convoquer donc la convention. Aïcha, lorsqu'on finit de dire tout ceci, quel est votre postulat justement sur la question, sur le sujet? Oui, beaucoup de choses ont été dites qui sont pas fausses. Visiblement, de mon point de vue, le dialogue est rompu, puisque deux cadres du même parti ont besoin de passer par la presse pour se parler, pour se répondre. Je ne sais pas si c'est de bon augure pour Jean-Louis Billon, qui semble vouloir se présenter aux élections présidentielles. Il a été très clair par 2 fois, avec son parti en fait. Il n'a jamais dit le contraire en tout cas. Donc pour moi c'est sans équivoque. Monsieur Soumaïla appelle Monsieur Billon à prendre la porte. Quand il dit, il a quasiment dit en ces termes, à si prendre vous la porte, à partir du PDCI. En tout cas, à faire son chemin. Si vous êtes dans une association et que vous ne pouvez plus respecter ses règles, vous la quittez simplement. C'est sans équivoque pour moi. Et Marius en a
Herman en a parlé, quand il dit ce n'est pas la peine de nous emmerder, je ne sais pas si on peut être plus clair que ça, c'est quand même assez violent. Néanmoins, monsieur le docteur Bredoumi Soumaïla a tenu à rappeler que les procédures et les décisions au sein du parti doivent respecter strictement les textes statutaires. Moi, j'ai quand même un petit souci avec ça. Parce que ce sont les hommes, en fait, qui font les textes, tout simplement. Donc c'est un peu se cacher derrière l'administratif, pour moi, pour régler un problème humain, un problème politique. La politique n'est pas une science exacte, en fait. Hein. Je pense même qu'elle se range dans les sciences humaines et sociales. Donc toujours la géométrie donc elle est malléable. Ça bouge, Ce que je voulais dire, c'est que, pour faire le lien avec une autre actualité, ça me fait penser un peu, et je terminerai là-dessus, par le cas Jean-Marc Yassé avec la Fédération de Taekwondo, où on parle d'illégalité de l'AG qu'il a mis à la porte, entre guillemets, mais lui, il dit que c'est pas possible. Alors évidemment que pour mettre à la porte quelqu'un, on ne va pas lui demander son autorisation. Donc il y a ce que veulent les hommes, j'arrive, il y a ce que veulent... En fait, en matière de politique, il me semble que les textes ne peuvent pas prévaloir sur la volonté des hommes. Si on ne veut plus de toi, en fait, on trouvera un moyen de te mettre out, que tu le veuilles ou non. C'est juste une question de temps. Très bien. Voilà. Alors, Herman, lorsque M. Jean-Luc Billon dit « j'ai aussi un carnet d'adresses fourni », et des relations dans le cadre de mon entreprise familiale, des partenaires d'affaires qui sont d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Mais ce n'est pas le carnet d'adresses qui gère la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs surprenant qu'on pense que c'est un atout. Il continue en disant, pour une entreprise, oui. En revanche, je le répète, le développement d'un pays se fait par les nationaux et pour les nationaux. En réaction, assurément, des propos tenus par le président du parti, Tidiane Thiam, lorsqu'il parlait justement des contacts qu'il avait avec Barack Obama et autres. Réactions, Herman? On se croirait en pleine campagne électorale. Mais nous y sommes apparemment. Nous sommes au sein. On est encore loin. Et c'est le PDCI. Oui, quand je parle de cela, je voudrais qu'on fasse vraiment la part des choses. Allez-y, Herman. Vous savez bien que jusque-là, et Bredoumi l'a dit, il n'y a pas encore de date pour convention. Aucun candidat, il peut y avoir des velléités de candidature. Les candidats peuvent se déclarer. Mais c'est le bureau politique, comme Marius l'a bien dit, qui va convoquer cette convention. On reste dans les tests. Et ce qui est, pour les jeunes un peu crépiers, Marius, ce qui me dérange un peu dans la démarche de Bredoumi, quand il est le porte-parole du parti, et justement, c'est parce que ces organes qui sont importants, qui sont d'intérêt, qu'on ne peut pas contourner, ne sont pas en marche, que le Billon s'inquiète. Si vous n'avez peur de rien, si vous maîtrisez votre agenda, convoquez la convention, puisqu'il n'y a pas de date. Mais c'est vous qui pouvez mettre en ce moment les dates. Vous n'allez pas le faire à la veille des élections. Donc nous devons convoquer le bureau politique, et le bureau politique vous dira quand est-ce qu'on peut faire la convention, et en ce moment-là, les candidats déclarés vont y aller. Alors, et puis si vous perdez en ce moment, moi je pense que ceux qui gèrent actuellement le PDCI, tout est dans leurs mains. Ce que demande Jean-Luc Billon, s'ils ne veulent pas que Jean-Luc Billon soit autant bavard, ils n'ont qu'à prévoir ce que les textes recommandent. Ils disent que justement les textes disent qu'il n'y a pas de... Voilà, oui, mais les textes quand même demandent à ce que les grandes décisions soient prises lors d'un... Il n'y a pas de fréquence en fait. Oui, mais les grandes décisions, en ce moment, comment ils gèrent le PDCRDA, les grandes décisions, pour prendre les vraies décisions pour le PDCRDA, c'est dans le bureau politique qu'on le prend. Bédier le faisait, Marius l'a rappelé. Donc si vous pensez que vous ne tenez pas de bureau politique parce qu'il n'y a pas de date précise, il n'y a pas de fréquence précise, comment vous gérez alors le PDCRDA? Puisqu'il y a des grandes questions sur lesquelles vous vous prononcez. Très bien. Barry, pour terminer avec vous, peut-être... Je voulais juste apporter un additif. Allez-y rapidement, Marius. Voyez-vous, il faut éviter que le PDCI s'émiette. Nous en appelons donc à l'unité des cadres du PDCI. Que le PDCI choisisse M. Thiam, que le PDCI choisisse M. Billon, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir un candidat et un candidat de consensus. De sorte à ce que le PDCI parte en unité à cette élection. Est-ce que c'est possible au vu de tout ce qui se passe? S'ils ne le font pas, eh bien, ils vont émietter leur voix, ils vont émietter justement leur capacité, leur volonté de pouvoir battre le régime actuel au pouvoir. Très bien. Alors, Barry, il y a une petite demi-seconde, je demande à la régie de me la permettre. Allez-y, Barry. Non, moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'un parti politique, c'est d'abord le bureau politique. Hein. S'il n'y a pas de bureau politique, c'est plus un parti, ça devient un truc individualiste. Mais moi, je pense que c'est fait sciemment. Si vous me demandez, de la stratégie par derrière. C'est une stratégie. Très bien. M. Thiam, il va s'imposer. Comment il va le faire? Il a sa propre stratégie. Maintenant, est-ce que ses adversaires vont le laisser faire? Je ne sais pas. Mais je vous avais dit ici, quand il a été élu, est-ce qu'il est prêt à prendre des coups?
question. Et c'est tout le jeu politique également, les honneurs et les coups. C'est ça. Très bien, avançons dans notre conducteur, messieurs, dames. Le Conseil des ministres, donc, le mercredi 30 octobre 2024, a créé, voilà, par décret, il y a donc une nouvelle entité, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est un nouvel organisme qui est entièrement dédié à la cybercriminalité. Barry, cybersécurité. Barry, dans ce monde assez complexe, qui devient de plus en plus complexe, avec le terrorisme et tous les enjeux sécuritaires, il fallait bien que cette cellule-là qu'on avait se transforme en agence avec beaucoup plus de moyens, assurément, Barry. Justement, c'est une suite logique. Je pense que le besoin, il est là. Si vous suivez bien l'actualité en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas moins de 1 à 2 mois, il y avait des informations qui circulaient, soit disant qu'il y a eu des manifestations en Côte d'Ivoire, même pas 2 semaines. On a annoncé que l'armée française a tiré sur les positions de l'armée ivoirienne. Mais c'est la guerre de l'information. Donc, il faut que le gouvernement tienne compte de ça. Et je pense que c'est ce qui justifie la création de l'Agence nationale de sécurité d'information. Et le contexte international même, il est tellement trouble que tu ne peux pas aujourd'hui, en tant qu'État, fonctionner sans prendre en compte la sécurité, la cybersécurité, la cyberdéfense et la cyberrésilience économique. Parce qu'au-delà de la cybercriminalité, il y a aussi la cyberdéfense. L'armée qui est confrontée à soit des tentatives de sabotage de ces installations. Il y a l'aéroport, il y a le port autonome, il y a beaucoup de sites stratégiques qui doivent être sécurisés sur le plan de la cybersécurité. Donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est un début, mais tout début est bon. On verra comment ça évolue, quels sont les outils qui sont mis en place pour une meilleure sécurité de l'espace et de l'information en Côte d'Ivoire. Et il y a aussi, justement, au-delà de ces points physiques, il y a aussi la sécurité émotionnelle des populations. Justement. Pour éviter qu'il y ait des fake news. L'exemple, c'est ça, c'est le plus palpable. Lorsqu'on dit aujourd'hui, on sait le contexte géopolitique dans lequel on évolue. Quand on dit que l'armée française a tiré sur des militaires ivoiriens, vous voyez qu'il y a problème. Ça rappelle ce qui s'est passé en 2004, en novembre 2004. On sait tous ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus. Donc ça touche les populations directement. Donc le gouvernement, il prend son bâton de pèlerin pour essayer de réguler la chose et poursuivre les auteurs de diffusion de fausses informations. C'est cela, Herman. Moi, je pense que c'est un instrument. Hein. Je comprends bien que ce n'est pas que ce système-là n'existait pas, sauf que c'était disparate avec plusieurs entités. Aujourd'hui, il y a une agence pour contrôler, superviser, coordonner toutes ces activités. Bon, moi, tant que ça ne fonctionne pas comme une Gestapo, après, ça va. C'est-à-dire, Herman, c'est toujours un instrument. Vous savez, les histoires de cybercriminalité, c'est vrai, il y a plein d'autres choses des gens. On peut, si on procède comme souvent on le voit, on prend des gens avant de commencer une enquête. Moi, je pense que des personnes qu'on doit pouvoir arrêter ou bien interpeller dans ces genres d'agences-là, il faudrait que ces personnes-là, ça soit à l'aboutissement du processus de toute l'investigation. Et non pas les prendre au départ et puis essayer de faire une instruction pendant qu'on les a pris. En ce moment-là, souvent, il y a des dérives et c'est de ça que je veux prévenir. Très bien. Marius, votre point sur cette nouvelle agence? J'avoue que je salue de toutes mes mains justement l'initiative du gouvernement de mettre en place justement cette agence parce que nous constatons de véritables problèmes dans le domaine donc, de la cybercriminalité. C'est vrai qu'on a eu, et nous y avons participé d'ailleurs dans l'élaboration des tests qui ont vu naître la DITT, la Direction de l'informatique et des traces technologiques, et qui a vu aussi mettre en place la police de lutte contre la cybercriminalité. Très bien. Mais il fallait créer une institution, une structure supra, qui coordonnerait justement les activités parce que pour l'instant, c'est fait par la DITT, la Direction de l'informatique et des traces technologiques. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de textes, nous n'avons pas légiféré sur la question, par exemple, du commerce en ligne. Mais à travers le commerce en ligne, on fait également le blanchiment d'argent. Donc, ça répond aux préoccupations, sinon
Non, pas aux études, mais le GAFI, aux injonctions du GAFI. Oui, Marius, on ne va pas dire que tous ceux qui font du commerce en ligne aussi, peut-être qu'on va essayer de biaiser un peu les propos. Ah non, bien sûr, non, mais justement, l'agence aura en charge donc de faire le tri entre ceux qui font du commerce dans les règles de l'art et qui payent. Parce que même quand vous faites du commerce en ligne, il faut bien que vous vous acquittez de vos impôts. Parce que vous faites aussi de la concurrence déloyale face à des entreprises qui mettent sur le marché des produits et des services. Là où vous utilisez votre Internet, vous partez livrer avec des livreurs sans pour autant payer des impôts à l'État. Ça, par exemple, ça va corriger cela et c'est important. Mais au-delà de cet aspect des choses, il y a la question du blanchiment d'argent, il y a la question du terrorisme, tout ça qui va être naturellement bien regardé par cette agence et nous saluons et ça va nous permettre également de légiférer et nous l'attendons vivement, légiférer sur la question du commerce en ligne. Très bien. Au niveau des livreurs, en tout cas, il y a pas mal de plateformes qui sont très sérieuses, répertoriées en entreprises, reconnues et tout ça. Par derrière, ce que vous dites aussi, c'est un point à prendre en compte. Aïcha, il y a des chiffres justement sur la cybercriminalité. Oui, effectivement, c'est en 2022, en tout cas, c'était plus de 2,8 millions de cyberattaques. Dans plus de 27 500 PME selon l'entreprise de cybersécurité Kaspersky. Après, c'est une entreprise de cybersécurité, les chiffres sont quand même à prendre avec des pincettes. Elle propose des solutions, donc évidemment. On est quand même sur des chiffres, selon la même agence, où 81% des entreprises n'ont jamais donné ou reçu d'informations en cybersécurité. Pourquoi j'en parle? Parce que les entreprises sont les premières touchées en général. On essaye de prendre ce qu'elles ont réussi à bâtir. Et donc, il faut absolument que les personnels soient formés et des formations une fois par mois, une fois par an, et des formations, des notions en fait de cybercriminalité. Il y a des gens qui ne savent même pas que certains mails sont des spams, sont des hameçonnages, sont des... Voilà, donc il faut absolument une formation là-dessus. En tout cas, je salue ça parce qu'au-delà du fait au-delà de lutter contre la cybercriminalité, ça va créer de l'emploi également, parce que c'est une agence. Donc c'est une très bonne chose. C'est un domaine qui est passionnant, la cybersécurité. Très bien. En tout cas, donc on va dire bon vent. Bon vent à cette agence-là. Et puis voilà, toute la Côte d'Ivoire est prête à collaborer justement pour que des informations circulent, du renseignement, pour mettre hors d'état de nuire tous ceux-là qui voudront donc créer des talents à notre cher et beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant recevoir après cela Madame Irié Aurore Kouablé-Rosita. Elle est présidente du conseil de gestion de Socoprobe Vib. J'espère que j'ai bien prononcé. Socoprobe Vib, yes, Côte d'Ivoire. Un marché moderne pour la valorisation de l'activité des femmes du vivrier en Côte d'Ivoire. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'être là. Alors, présentez-nous un peu votre conseil de gestion. On est une coopérative de femmes, en fait. On a créé un marché, de vivriers. En fait, situé où, pardon? À Benjerville, fait que c'est juste au Ribat. Ok. Alors, donc, vous êtes mise en coopérative. Et pourquoi avoir créé justement cette coopérative? Pour répondre à quel besoin dans votre environnement? Bon, pour moi, personnellement, en fait, j'ai grandi dans l'environnement du marché, en fait. Donc, le tout premier marché, appelé communément le marché Gouraud, a été créé par une parente à ma mère, la vieille Nantidou, Rosalie. Donc, c'est un peu mon écosystème. J'ai grandi, en fait, dans cet univers-là. Et puis, c'est tout à fait naturel pour moi. Ça a été tout à fait naturel pour moi de créer, en fait, ce marché-là. Parce que je me dis, au niveau de Benjerville évolue, en fait, se développe à une vitesse grand V. Donc, il fallait que les commodités accompagnent. Donc, il n'y avait pas de commerce de proximité, en fait, dans ce quartier de Ribat-là. Donc, c'est comme ça qu'on a créé un marché. Très bien. Votre coopérative, Herman? Bon, c'est très intéressant quand les femmes font en sorte que les marchés du vivrier, tout ça soit à proximité. Mais j'ai véritablement un souci, une inquiétude. Aujourd'hui, de plus en plus, nos femmes, nos filles, nos petites sœurs vont au marché, dans le marché classique, là. Et il se trouve qu'il y a des enseignes aujourd'hui, des supermarchés, qui font les mêmes vivriers et qui sont à des prix véritablement compétitifs. C'est bien conservé et autres, compétitifs par rapport
au prix sur les marchés. Il se trouve que non loin de vous, parce que la cité en face de Sina Trésor, il y avait Zouzouawa, un marché de vivriers qui a fermé parce que le nom du marché vivrier. Oui, les prix étaient très très élevés, mais c'était un marché de proximité. Mais finalement, on se retrouve dans les enseignes et supermarchés. Est-ce que vos prix aujourd'hui, on peut dire que vous êtes compétitifs, les prix que vous faites peut-être pour les gens d'Oribat, compétitifs par rapport à ceux de, par exemple, qui vont dans les centres, les supermarchés qu'on a et qui y trouvent du bon vivrier là. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça bon vivrier ou pas, mais regardons déjà le fond de la question, les prix, la question des prix. En fait, moi, je dirais carrément qu'il y a un dol, en fait. C'est-à-dire? Il y a un dol dans le sens où, je vais dire, il y a 3 mois en arrière, quand c'était pas encore, quand c'était, comment on appelle, parce qu'il y a des périodes de pénurie et il y a des périodes d'abondance, en fait. Oui, voilà. Donc, ça concernait, pardon, la banane. Donc, les bananes, comme par hasard, dans les supermarchés, étaient moins chères, en fait, pendant une période de pénurie. Il y a, par exemple, des personnes qui viennent s'installer pour phagocyter, je vais dire, d'autres l'évolution de ce marché-là. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent les prix, en fait. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à une période de pénurie de bananes, les bananes soient moins chères dans les supermarchés par rapport au marché traditionnel. Et puis, comprenez une chose aussi, on n'a pas les mêmes moyens que les supermarchés. Et comprenez aussi une chose, qu'il y a des périodes de pénurie et il y a des périodes d'abondance, en fait. Donc, pendant la pénurie, les produits sont chers parce que, je vais dire, l'offre est inférieure à la demande, c'est normal. Et puis, pendant l'abondance, voilà, c'est normal Très aussi bien. que, voilà. On va essayer de relativiser nos propos, on va dire dans certains, peut-être, dans certains supermarchés. On va le dire ainsi, puisqu'on n'a pas de chiffres et tout. Même sur ma faim. Mais bien sûr, je comprends, Herman. Barry, question. Alors, madame, comment vous approvisionnez? C'est vrai que comment on vous livre les produits, parce que c'est la difficulté que les marchés ont, surtout le vivrier, parce qu'il y a un problème de conservation, mais aussi il y a un problème d'achat de produits. On est approvisionné, en fait, dans les champs, dans les zones rurales, en fait, par des coopératives qui sont là-bas et qui acheminent les produits. Donc, des fois, en fait, ces femmes, en grande partie, en fait, qui constituent, en fait, je vais dire, la main-d'œuvre ouvrière dans les vivriers, ont du mal à acheminer, des fois, leurs produits, en fait, dans les villes pour leur commercialisation, en fait, par manque de moyens. Mais vous, par exemple, au niveau de Soko Provib, est-ce que vous allez directement à Djamé, qui est donc là très souvent où on va dire les gros camions, voilà, se viennent déverser le gros et vous venez prendre en détail pour aller revendre au marché, ou le camion arrive directement à votre marché? Voilà. Normalement, en fait, peut-être que je vais revenir à la question. En fait, oui, quand on ça aidera. Voilà, quand on parle de charité, en fait, il y a des vendeuses et des revendeuses. Dans le cas d'espèces où vous dites que, par exemple, si on veut s'approvisionner, qu'on va s'approvisionner à Djamé, pour venir revendre dans le marché à Bingerville, nous devenons des revendeuses. Donc, il y a une marge qu'on va mettre, le transport, encore, tout ça et tout. Mais nous, au niveau de notre coopérative, la Soko Provib, en fait, on veut maintenir, voilà, on veut faire du gros, des mi-gros et du détail. Donc, en ce moment-là, on fait entrer des camions. Donc, on va chercher des produits, en fait, au champ. Donc, c'est des produits à prix bord champ qu'on revient vendre. Donc, les coûts sont à ce moment-là. Voilà. Très bien. Aïcha, question? Justement, j'avais une question par rapport à votre fonctionnement interne déjà. Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a des conditions pour rejoindre votre coopérative et lesquelles? Et surtout, là, vous avez parlé de périodicité. Ce que vous nous dites ici, est-ce que vous sensibilisez la population qui vient acheter dans ces marchés à ça, c'est-à-dire à la saisonnalité en fait, des fruits, des légumes, tout simplement, pour leur faire comprendre qu'effectivement, les prix ne sont pas les mêmes toute l'année? Oui, on le sait. Oui, c'est ce que... Donc, il y a deux questions, fonctionnement interne et sensibilisation, est-ce que vous le faites? Oui, de toute façon, quand les prix sont chers, les gens se plaignent, en fait. Donc, on leur dit, on leur explique. Maintenant, quitte à eux de comprendre, d'accepter la situation, maintenant, là, ce n'est plus de notre ressort, en fait. Ça, voilà, c'est d'un. Et puis, notre fonctionnement, en général, bon, enfin, on a une coopérative. Et cette coopérative qu'on a, en fait, s'occupe, en fait, de la gestion, en fait, de l'espace où sont accueillis, en fait, les vendeurs et les vendeuses. Donc, quand je parle de gestion, le maintien de la propreté, l'acheminement de produits, je vais dire la réception des camions, en fait. Et puis, on décharge des produits pour permettre à celles qui veulent acheter en gros, d'acheter en gros, au détail, d'acheter en détail, et celles qui d'acheter au détail, et celles qui veulent les étaler sur nos étals, les étaler.
Comment est-ce qu'on vous rejoint? Vous n'avez pas répondu. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre? Pour celles qui voudraient des jeunes filles qui sont intéressées par il n'y a pas de souci. On a une permanence qui est là, sur place, pour recevoir en fait les personnes désireuses. Au marché, vous avez vos bureaux, sur place, très bien. On a nos bureaux sur place. Ok, très bien. Alors moi déjà, c'est déjà encouragé. Toutes ces femmes, quand je regarde les images qui passent, je vois bien la cérémonie d'inauguration, toutes ces femmes qui vendent, qui sont assises, toutes ces mamans qui vendent, qui sont assises là, attendant les... On voit d'ailleurs Yvonne Boutilou. Oui, voilà. Yvonne Boutilou, voilà, c'est une grande dame. Il faut quand même saluer toutes ces mamans, toutes ces femmes qui, d'arrache-pied, se donnent de pouvoir nourrir les populations ivoiriennes, tant à Bingerville que partout en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous avez grandi dans l'univers des marchés, vous êtes très jeune. Comment est-ce que vous arrivez justement à gérer, avec quel leadership vous arrivez justement à gérer toutes ces femmes et faire en sorte qu'in fine, le consommateur soit, voilà, nous, consommateurs, on soit heureux? Je veux dire, moi, je suis aidée, j'ai beaucoup l'appui de mes mamans, en fait. Comme je vous ai dit, le tout premier marché a été, voilà, donc j'ai mes tantes, en fait, qui m'encadrent, en fait, qui me donnent des conseils, qui m'aident, tout ça et tout. Je ne l'ai pas fait comme ça, voilà. Je suis soutenue, et vous avez remarqué la présence d'Yvonne, qui m'a donné beaucoup de conseils, tout ça. Ouais. C'est des expertes en tout cas, c'est des femmes que je salue en fait, parce qu'elles n'ont pas fait de grandes études, mais elles sont expertes en la matière. Elles m'ont donné des conseils vraiment qui m'ont étonnée. Donc sans elles, je n'aurais pas pu arriver, parce que je vais dire, moi je ne vis pas ici, donc je suis venue, le marché quelque part. Mais je veux dire, là maintenant vous êtes basée en Côte d'Ivoire? Je fais la navette. Ok, très bien. Donc je travaille avec elle. Donc quand vous allez sur place, il y a maman Christine en fait, qui a grandi dans le vivrier, qui est là, qui reçoit, qui parle avec des mamans un peu plus âgées. Qui a l'expertise et tout. Parce que le marché est comme un monde. Il faut gérer en fait toutes ces personnes-là qui viennent de différents horizons, donc des fois c'est pas facile. Donc elle le fait très bien. On a vu un peu vos enseignes, fruits et tout pour pouvoir diriger les consommateurs. Moi c'est un cri de cœur. Vous avez des mamans sur le marché. Est-ce que vous pensez, in fine, à la création de crèches pour celles qui ont des enfants en bas âge, à l'effet justement de les mettre dans un endroit, les entretenir, pourquoi pas une école, enfin, quels sont vos rêves, vos projets? Effectivement, on a pensé à ça parce que, je vais dire, si vous remarquez, on a déjà organisé le marché en sorte que les femmes soient regroupées par famille de vendeuses, ça c'est dedans. Et puis, je vais dire, les installations qui sont là sont des installations provisoires. On va, je vais dire, dans 3-4 ans, je vais dire, construire un marché moderne où il y aura des magasins, tout ça et tout. Donc, on a prévu, en fait, dans le centre du marché, un espace dédié, je vais dire, aux enfants. Donc, les grandes personnes pourront être là, s'occuper, comme ça, les mamans ne sont pas loin, tout ça. Voilà. Et tout. Voilà. Donc, on a pensé à ça. On a 2 banques. On aura 2 banques, on aura une infirmerie. Ah, très bien. Oui. Pour terminer, appel à lancer. Nous savons que notre pays, la Côte d'Ivoire, a une économie, je vais dire, encore à forte basée sur le secteur informel, tenu en grande partie par nos mamans dans cette activité, comme on appelle, dans ces marchés traditionnels. Donc, je vais dire, c'est une activité qu'elles exercent sans pouvoir forcément disposer de beaucoup de moyens. Et ça permet aussi l'autonomisation de la femme, qui est chère au gouvernement et qui en fait sa lutte quotidienne. Donc, on leur demande aussi de soutenir ces femmes, de valoriser cette activité. Et voilà, on a que les banques aussi aient confiance en nous pour nous appuyer. Merci d'être venue, très chère. Je rappelle que vous êtes Madame Irié Aurore Kouablé-Rosita, présidente du conseil de gestion de Soko Provib, Côte d'Ivoire, un marché moderne pour la valorisation de l'activité des femmes du Verviers. Merci beaucoup et plein succès à vous et bravo. Merci. En seconde partie de ce temps d'antenne, nous parlerons de la plateforme du secteur privé de la santé, mais également du congrès africain du tourisme médical. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous sommes donc aujourd'hui vendredi 1er novembre. Une pensée donc à tous ceux-là qui nous ont quittés. Herman est toujours en notre compagnie, Marius Komoé, Aïcha Crépi. Nous a rejoint en plateau le docteur Seri Jean Morin, président de la plateforme du secteur privé de la santé, accompagné de monsieur Djanoué Yawa, j'ai bien prononcé. Yassoua, pardon, président de l'Organisation nationale des étudiants
étudiants en sciences de la santé. Et vous êtes là justement pour nous parler de santé. Alors avec vous, on va parler de la plateforme du secteur privé de la santé. Alors, présentez-nous votre plateforme, monsieur, enfin, docteur. Merci beaucoup. Donc, la plateforme du secteur privé de la santé, c'est une fêtière qui regroupe toutes les organisations professionnelles du secteur privé de la santé. Donc, dedans se retrouvent les médecins, se retrouvent les pharmaciens, les dentistes, les infirmiers, les sages-femmes, les opticiens, tous ceux qui interviennent dans le secteur privé de la santé. Et justement, vous êtes là pour nous parler du Congrès africain du tourisme médical. Il fallait bien que ce congrès puisse avoir lieu un jour. Tellement de questions. Alors, la présence de M. Dianwe Yassoua, qui est le président de l'Organisation nationale des étudiants en sciences de la santé. Que feront justement les étudiants pendant ce congrès? Merci beaucoup. Nous comptons pour ce congrès impliquer les étudiants qui constituent l'avenir, de sorte qu'ils puissent s'approprier ce concept de tourisme médical et pouvoir faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit dès maintenant une destination de choix, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, et que cela puisse perdurer dans le temps. Donc avec eux, nous initions un concours pour faire appel à leur esprit imaginatif, pour proposer toutes les solutions, tout ce qui peut aller dans le sens du développement et de la pérennisation du tourisme médical en Afrique. Très bien, Erwan. Oui, le docteur parle de tourisme médical. Je veux bien savoir ce que c'est concrètement. Concrètement, le tourisme médical, c'est le fait de quitter son lieu d'habitation, classiquement son pays, pour aller dans un autre pays pour y bénéficier de soins. Et cela pour des raisons diverses. Ça peut être parce que la législation de son pays n'autorise pas certains soins. On va dans l'autre pays. Ça peut être aussi que dans l'autre pays, ces soins sont plus accessibles financièrement, mais aussi dans l'autre pays, les soins peuvent être disponibles meilleurement et de traités, meilleure c'est qualité. cela, très bien. Ma question va venir maintenant. Aujourd'hui, quel est le constat que vous faites? Est-ce que de plus en plus, les Ivoiriens s'exportent pour aller se faire soigner? En fait, c'est depuis longtemps déjà. Est-ce que vous avez des chiffres justement à ce sujet? Pas vraiment encore. Pas vraiment encore parce que cela n'est pas organisé de façon collective. C'est des initiatives individuelles que de quitter son pays pour aller vers l'extérieur. Par contre, il y a des mécanismes qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir monitorer ce mouvement et générer des chiffres. Clair. Mais au-delà de ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose d'un plateau technique très enviable, un plateau technique de très haut niveau, tant dans le secteur public grâce aux importants investissements effectués par l'État, le gouvernement, que bien sûr, dans le secteur privé de la santé. Très bien. Marius, comment vous voyez? Question? Oui, en effet, j'ai voulu juste demander à notre invité, on sait tous que beaucoup de nos étudiants qui sortent de nos facultés de médecine ont des difficultés de trouver un emploi sur le marché de l'emploi. D'ailleurs, on a connu quelques grèves de médecins en quête d'emploi et en demandant à l'État de leur trouver des points de chute. Alors, comment dans un tel contexte, vous qui êtes déjà sur le terrain et qui connaissez la réalité, vous avez pu permettre qu'il y ait justement cette harmonisation des tests qui permettent aujourd'hui à d'autres médecins de venir justement exercer au niveau local? Est-ce que justement cette question sera abordée lors de ce congrès? Effectivement, parce que le tout n'est pas d'avoir un plateau performant, mais c'est aussi d'avoir du personnel, des ressources humaines pour faire fonctionner ce plateau. Et donc, c'est une décision de l'ensemble des États. C'est pour ça que j'ai parlé d'harmonisation. Voilà, de la sous-région, qui ont décidé de mettre en place des tests pour faciliter la mobilité des ressources humaines en santé. Très bien. J'aimerais avoir l'avis de M. Dianwe Yassoua sur le sujet. Est-ce que cela ne vous donne pas des zones d'ombre quant à votre possibilité d'avoir un emploi demain une fois la formation achevée? Effectivement, raison pour laquelle nous ne restons pas en marge des opportunités. Très bien. Et avec le 5e congrès africain du tourisme médical,
nous, en tant que jeunesse estudiantine, dans le domaine médical, nous aurons l'occasion de rencontrer de grandes institutions, de grands dirigeants de grandes institutions de santé et aussi d'autres secteurs d'activité qui contribuent véritablement dans le secteur de la santé afin de tisser des liens, un réseautage, un networking et bénéficier aussi des différentes opportunités qui pourront nous offrir et pouvoir travailler en collaboration et ce, dans l'objectif d'améliorer la qualité des soins de santé de nos populations. Très bien. Aïcha? Oui, alors moi j'avais une question sur qui est concerné en fait par cette compétition, parce que là je vois par exemple les catégories technologie, innovation, transport, accessibilité. Est-ce que c'est des médecins qui vont apporter toutes ces solutions-là ou est-ce que d'autres métiers paramédicaux sont concernés? Effectivement, lorsqu'on a proposé cette initiative du concours, nous ne sommes pas limités seulement qu'au volet médical, c'est-à-dire médecins, pharmaciens, étudiants en médecine dentaire. Nous avons voulu élargir aussi aux autres secteurs d'activité afin qu'ils puissent contribuer avec des idées novateurs. Par exemple, au niveau de la technologie et de l'innovation numérique, proposer des solutions digitales et technologiques dans le but d'optimiser l'accessibilité aux soins de santé, surtout en Afrique, dans ce contexte précis. Quand vous prenez par exemple le transport et l'accessibilité, je recherche plus des projets qui vont dans le sens de développement d'infrastructures et de logistique qui pourront améliorer l'accessibilité aux soins de santé. Pareil aussi, lorsqu'on parle d'économie et de financement en santé, quels sont les modèles économiques novateurs spécifiques avec ce concours d'idées interdisciplinaires pour pouvoir proposer véritablement des solutions faisables, réalisables, afin d'améliorer, toujours dans ce même sens, la qualité des soins de santé. Très bien. Et aussi, il y avait la 5e catégorie, écologie et développement durable, afin d'apporter la pratique verte, introduire la pratique verte dans le tourisme médical et la santé. Pour répondre aussi à votre question, qui est véritablement concerné par ce concours? On a d'abord les étudiants en sciences de la santé, c'est-à-dire les étudiants en sciences médicales. Quelle que soit l'année? Voilà, quelle que soit l'année, sciences médicales, sciences pharmaceutiques et biologiques, en odontostomatologie, en sciences infirmières, en technologie biomédicale et tout. On a aussi des étudiants en gestion et économie, en tourisme et logistique, en technologie et ingénierie. Ok, donc il n'y a pas que les étudiants en médecine qui soient donc la cible. C'est ouvert à tout le monde peut participer, toutes les compétences. Herman, une question? Moi, ma préoccupation, je me tournais encore vers Dr Cyril Jean Morin. Aujourd'hui, quand on parle de secteur privé de la santé, on voit le coût des prestations du privé. C'est vrai qu'on est dans une forme de libéralisme, mais est-ce que c'est pas dévoyer la mission du médecin qui doit soigner, prendre soin d'abord, sa mission première, prendre soin. Avant la question pécuniaire. Ça, la première, mais pour terminer, c'est la même chose. Hein. C'est une question permettant qu'il réponde. Mais rapidement. D'accord. Les personnels aujourd'hui de santé du public, notamment les médecins et autres, sont souvent, qui sont dans le secteur du privé. On comprend bien que souvent, on ne les trouve pas dans les services de santé publique, parce qu'ils sont occupés justement dans les cliniques et cela cela crée vraiment un déréglage. Ils seraient. Est-ce que ces questions-là, vous qui êtes dans le domaine du secteur privé,
et que vous les organisez, est-ce que c'est une préoccupation? Très bien. Alors, Herman, la question, bon, c'est une question. Hein. Bon, ouais, la première est répétée parce que assurément qu'il a dû oublier. Ouais. Tellement long, la première, non, il ne peut pas oublier les coûts de prestations voilà, qui souvent freinent l'envie d'aller se soigner. C'est un sujet du Congrès? C'est un sujet pour revenir toujours au Congrès. Du concours, c'est pour ça le concours. Très bien. Et il touche plusieurs corporations, jusqu'à ceux qui font gestion et économie, parce que pour nous, l'accessibilité, c'est quelque chose d'important. Et pour vous rassurer, la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, est même partie prenante du Congrès. Très bien. Pour dire que on pense aussi à la réflexion avec des structures comme la CNAM, qui se charge de la mise en œuvre de la CMU, mais aussi les assureurs, les banques, à comment on peut faire pour que les soins soient accessibles à la population et en même temps que les investisseurs puissent s'intéresser au secteur de la santé. C'est pour ça que je rappelle, le thème du congrès, c'est coopération et investissement en santé. Avez-vous associé la nouvelle pharmacie de la santé publique? On revient à ces questions et ensuite vous aurez la parole, rassurez-vous, ça viendra vers vous. Allez-y, la seconde préoccupation. L'abandon des personnels. Pour ceux qui abandonneraient leur poste pour se retrouver en privé. Bon, déjà, je pense que c'est un phénomène qui est assez marginal, donc il ne faut pas le généraliser. Mais il y a des dispositions qui sont prises avec la réforme hospitalière qui, justement, a pour ambition de mettre de l'ordre dans ce mouvement du personnel médical. Très bien. Et une réaction de notre cher ami étudiant là-dessus? Parce que forcément, vous serez confronté à ces questions, vous allez forcément travailler. Nous profitons pour saluer les initiatives qui sont actuellement prises par le ministère de la Santé pour essayer de pallier un peu à ces petits soucis-là en ouvrant plusieurs infrastructures de santé dans ce qu'on peut qualifier de désert sanitaire. Et cela encouragera un peu la prochaine génération, va ne pas forcément suivre le mauvais exemple avec l'exode de nos aînés, et plus se focaliser, c'est-à-dire se doter de compétences nécessaires afin d'être opérationnel à plus de 100% et répondre aux exigences de santé de nos populations. Très bien. Quel que soit l'endroit. Docteur Marius Komoé, vous aviez une préoccupation, allez-y. Oui, aviez-vous, au-delà de l'ACAM, qui est la structure, l'ACNAM, qui est la structure en charge donc de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de sécurité maladie, avez-vous associé également la structure en charge donc, de vous fournir les médicaments dans les centres de santé? Bien sûr. Donc la nouvelle pharmacie de la santé publique. Oui, nous les avons invités également. Très bien. Et donc, en fait, le congrès vise à réunir en un même lieu tous les acteurs. Tous les acteurs du Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Tous les acteurs du secteur privé de la santé. Parfait. Mais du secteur de la santé, qu'il soit public comme privé, parce que le tourisme médical, c'est quelque chose d'assez transversal. C'est clair. Et nous pensons que notre pays aujourd'hui est bien placé pour être une destination de choix. Mais au-delà de notre pays, l'Afrique tout entière. C'est clair. Le point, c'est que depuis quelque temps, il y a un regain justement pour le tourisme médical, parce qu'il y a le développement de la chirurgie esthétique, on va dire. Je ne sais pas si je peux m'appuyer en disant que l'Afrique du Nord serait, en tout cas, je dis bien serait, une destination très privilégiée pour ce type de chirurgie. Est-ce une question qui vous préoccupe et qui sera l'agenda de ce congrès-là? Parce qu'il y a vraiment un gros flux qui part de l'Afrique subsaharienne vers certains pays du Nord qui auraient donc la meilleure main pour ce genre de chirurgie, appelée communément Aïcha BBL. Oui, voilà. Notamment, oui, BBL principalement. Hein. Oui. D'accord. Alors, qu'en pensez-vous, docteur? Président Boutlift. Oui. Ce que je peux dire déjà, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de chirurgiens esthéticiens et de très, très haute qualité qui pratiquent ces actes. Et déjà, je peux même vous dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont allés faire ça à l'extérieur.
mais bien souvent, ils l'ont fait ici. Mais pourquoi, ah bon, fait ça? Très bien. Bon, c'est des choix. Mais c'est une préoccupation qui sera... Est-ce que vous allez en parler justement lors de votre congrès? Bien sûr, nous avons invité également les praticiens de la chirurgie esthétique à venir montrer leur savoir-faire, mais aussi à parler, à échanger avec la population pour leur montrer bien entendu les limites, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Très bien, les limites. Puis, voilà, parce que comme tout acte de santé, ce n'est pas des actes qui sont totalement dénués de risques. Donc c'est l'occasion pour la population de venir rencontrer les praticiens. Très important. Et puis mieux comprendre. Parce qu'à défaut de connaissances, on rentre souvent dans des process qui sont délétères pour la santé. Et dont on a, après, les personnes en tout cas, qui s'y engagent n'ont aucune idée en fait. Non, voilà, dont ils n'ont aucune idée. Parce que bon... Ils s'engagent sur des préjugés qui sont souvent très, très erronés. Et c'est dangereux. Puisque vous êtes président, Dr Seri, de la plateforme de secteur privé de la santé, est-ce que la question de l'accueil en fait, des patients est primordiale chez vous? Il y a beaucoup de plaintes à ce niveau-là. On a vu des vidéos circuler par morceaux de personnes parfois qui ont eu des accidents parce que maltraitées physiquement, moralement. Est-ce que l'accueil, parce que par exemple dans les maladies comme le cancer, on dit que le moral compte beaucoup aussi. Comment est-ce qu'on soutient, comment est-ce qu'on accueille les patients? Est-ce que c'est une question primordiale pour vous? Bien sûr, c'est une question primordiale puisque les soins, ça commence par l'accueil. Oui. Et comme on dit, le patient bien accueilli, il est déjà à moitié guéri. Bien sûr. Parce qu'il se sent déjà bien en sécurité. Donc, c'est une question sur laquelle beaucoup de structures ici ont fait énormément d'efforts, même au secteur public, même dans le secteur public, au-delà de ce qu'on peut penser, il y a énormément d'efforts qui sont faits et il y a des process de qualité qui sont mis en place également dans le secteur public et dans le secteur privé pour faire en sorte que n'importe qui, en arrivant dans un centre de santé, se sente d'emblée en sécurité. Et que surtout, tout ne se résume pas à la question pécuniaire. Ah d'accord, c'est vraiment déconnecter la question pécuniaire de l'accueil, du service, des actes à poser avant de demander, de parler de facture. C'est totalement déconnecté. Je peux même vous dire que pas plus tard qu'hier, j'ai eu à interpréter le scanner d'une patiente inconsciente parce qu'elle a fait un traumatisme crânien. Elle saignait dans la tête. Elle était avec son bébé en transport en commun. Oh mon Dieu. Et elle a perdu son bébé. Elle est inconsciente. L'hôpital public dont elle venait l'a appelée par un nom de code parce qu'elle est totalement inconsciente. Mais le service social de l'hôpital a pris en charge totalement ses soins. C'est-à-dire pas de parents, pas d'argent, inconsciente, mais elle a été soignée. Oh là là. Donc, bravo. Je pose la question parce que les formations médicales, notamment en santé, sont parfois dénuées de formation à l'humain, la gestion. Et on reproche souvent au personnel de santé de ne pas gérer ce côté-là. Même quand on annonce des décès, etc., parfois c'est compliqué. Donc c'est excellent ce que vous dites, c'est une très bonne chose. Merci, mais bon, juste un rectificatif. Dans notre formation, on n'est pas déconnecté de l'humain. Oui, non. Elle disait que c'était un peu un reproche, voilà, en fait. Un reproche qui est pas fait que en Côte souvent, d'Ivoire, d'ailleurs. Voilà, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les exemples qui ne sont pas bons font plus de bruit que ceux qui sont bons. Mais là, ce bruit que vous venez de faire avec cette information et comment vous avez traité cette dame-là, vraiment, permettez qu'on vous applaudisse, c'est tout à votre honneur. Voilà. C'était pas évident. Merci aux responsables de nos hôpitaux publics. Je permets un additif à la question qu'elle avait posée. Effectivement, si vous remarquez, ça fait partie même d'une des catégories du concours. Patient et bien-être. Voilà. Donc, nous, au niveau de la communauté estudiantine, nous allons aussi apporter nos idées en vue véritablement de contribuer au développement des soins de santé en Afrique. Vous êtes la prochaine génération, en fait. Donc, vous devez vous imprégner. Il faut véritablement prendre conscience de cela et se mettre au travail. Très bien. Alors, docteur, il nous reste pratiquement la minute pour terminer. Oui. C'est vraiment le temps de pouvoir... la procédure. Voilà, le temps de terminer sur la question. Allons-y sur la procédure. Sur notre page Facebook, l'Organisation nationale des étudiants en sciences de la santé, il y a plus ou moins la description du concours et ensuite il y a un lien d'inscription.
Et même si vous remarquez sur les différents visuels, il y a des numéros de téléphone. Voilà, pour déjà s'inscrire pour participer au congrès et soumettre, voilà. L'inscription au congrès se fait sur le digital. Voilà, sur le digital, sur notre page. Et c'est gratuit? Oui, pour participer au concours, c'est gratuit. Ah non, au congrès, je parle du congrès. Oui, pour le congrès, il y a deux types de catégories. La visite des stands. La visite des stands et puis même la participation aux sessions. C'est gratuit. Attention, il y a des stands. Oui, il y aura alors, ceux qui exposent, en fait, est-ce que tout le monde peut venir exposer? Bien sûr. Tous ceux qui interviennent dans la santé, le bien-être, l'hôtellerie, le transport. Les équipements médicaux. Voilà, les équipements médicaux, les agences de voyage, tout ce qui peut concourir à la santé et puis au tourisme médical, parce que qui dit tourisme dit déplacement, ils sont tous invités à venir prendre des stands. Et là, bon, je dis qu'il n'y en a plus beaucoup, donc que les gens viennent parce que, vu que ça concerne plusieurs corporations en même temps, il y a plusieurs entreprises, même beaucoup d'entreprises aussi étrangères, qui sont intéressées par le marché local, qui viennent demander à prendre des stands. Donc, nous attendons que les gens viennent. Mais ça sera donc à l'Atri 20, hein, voilà. Oui, on en parle, ça sera 3 jours. 3 jours, 27, 28 et 29 novembre. Très bien. Sur invitation, hein? Pas forcément, puisque nous attendons la population dans son ensemble, puisque c'est la santé, tout le monde est concerné. Venir voir déjà, durant ces 3 jours, ce qui est possible de faire du point de vue santé en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'étranger. Et je vous assure que même au niveau public, il y a eu d'importants investissements. Donc le ministère de la Santé, le ministère du Tourisme qui co-parrainent l'événement ont demandé à leur structure de venir montrer aussi ce qu'ils savent faire de bien. Donc les CHU, les CHR, le centre d'oncologie Alassane Ouattara, le centre de médecine nucléaire, le centre de prise en charge et de prévention de l'insuffisance rénale. En fait, il y a énormément de choses qu'on est en mesure de faire ici aujourd'hui et surtout de faire bien, tant au niveau du public qu'au niveau du privé. Vous aurez des consultations gratuites, comme on a souvent l'occasion de voir dans ce genre de rôle? Oui, nous en ferons et surtout, ce sera l'occasion pour nous d'organiser également une collecte de sang avec l'appui du Centre national de transfusion sanguine. L'appui du Centre national de transfusion sanguine. Très bien. Alors, pour terminer, quels sont les axes, justement, de rappel que vous voulez faire aux téléspectateurs? Les axes de rappel sont simples. C'est pour bien se soigner, déjà, il faut être informé. Ça, c'est bien. Et la Côte d'Ivoire a beaucoup évolué du point de vue sanitaire, tant du point de vue des infrastructures que du point de vue des ressources humaines. On a beaucoup de sachants ici, et surtout des gens de très haut niveau. Et donc, le Congrès africain de tourisme médical, c'est l'occasion de venir découvrir nos potentialités locales, mais aussi les potentialités de l'Afrique de l'Ouest, puisque nous invitons à cette occasion toute l'Afrique de l'Ouest, mais au-delà de l'Afrique de l'Ouest, les autres pays qui font du tourisme médical depuis longtemps, notamment ceux du Maghreb. Donc, de venir sans voyager, découvrir tout ce qui s'est fait de bien s'informer pour après pouvoir bien se soigner. Très, très belle initiative. Bravo à vous. Docteur Seri Jean Morin, vous êtes le président de la plateforme du secteur privé de la santé et vous étiez en compagnie de Dr Djanoué Yassoua, président de l'Organisation nationale des étudiants en sciences de la santé. Et la thématique avec vous, c'était donc le Congrès africain du tourisme médical, avec comme thématique la promotion et la compétitivité et l'amélioration de l'accessibilité aux soins. Merci d'être venu. Et très bon congrès à vous. Herman, merci. Bon repos. Merci. Marius Komoé, bon repos. Aïcha, merci. Merci beaucoup. Bon repos. Et que ceux qui se soignent à l'étranger disent, ceux qui sont en Côte d'Ivoire disent quand même que c'est en Côte d'Ivoire qu'ils sont soignés. C'est pas. Oh, Aïcha, arrêtez, on ne peut pas créer la polémique. Il faut mettre en valeur le pays, oui. N'est-ce pas? En tout cas, merci d'être venu. Bon week-end à vous. On se retrouvera lundi par la grâce de Dieu. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.